Ah, la conjugaison en latin. On s'en arracherait les cheveux de temps en temps. Eh bien, figurez-vous que pourtant, il n'y a rien de plus logique que ça. Elle est en tout cas incroyablement plus logique que la conjugaison en français. Et vous allez vous en rendre compte tout de suite. Suivez-moi, je vous explique comment ça fonctionne. Ça y est, on est parti? Bon. Première chose à savoir, c'est que les fameux tableaux de conjugaison que vous connaissez bien, avec les modes au-dessus, les temps sur le côté, sont basés entièrement sur ce qu'on appelle les trois radicaux des verbes. Alors, chaque verbe en latin a ce qu'on appelle des temps primitifs, il y a ça dans un peu toutes les langues, hein. Quand on apprend une langue, on a besoin de connaître les temps de base de la langue, et avec ces temps-là, on peut faire tout le reste du tableau. Eh bien, pour chaque verbe en latin, il y a trois radicaux, trois temps primitifs. Le 1, le 2, le 3, celui du présent, celui du parfait, celui du supin. Ça veut dire que chacun de ces trois radicaux permettra de former une partie des temps de conjugaison. Le 1 s'occupera de tous les temps qui se trouvent au-dessus du tableau. Le radical 2 et le radical 3 vont se partager le bas du tableau. Une fois qu'on a bien compris cette répartition des temps de conjugaison par le premier radical qui permet de former les temps du dessus et le deuxième et le troisième qui permet de former les temps du dessous du tableau, eh bien on peut rentrer de manière un petit peu plus approfondie dans l'organisation et dans les caractéristiques des temps eux-mêmes. Parce que bien sûr, à l'intérieur d'un radical, les temps ont besoin de se distinguer les uns des autres pour être facilement reconnus. Première chose à savoir, c'est que le tableau, ce grand tableau de conjugaison-là, se répartit en deux volets. Le volet actif, le volet passif. Et c'est pour ça que vous avez dans les titres deux fois les mêmes modes qui reviennent. Les 5 modes à l'actif, les 5 modes au passif. Dans ces 5 modes-là, vous avez aussi une petite différence entre les modes dits personnels et les modes dits impersonnels. Alors ça, j'en parlerai un petit peu plus par la suite, parce que ça a plus à voir avec les personnes, puisqu'on entend ce mot-là dans personnel et impersonnel. Mais ça permet de comprendre un petit peu l'organisation. Vous voyez que l'indicatif et le subjonctif ont des personnes, je tue, nous, vous, il, par exemple. À l'impératif, il y a un peu moins de personnes, et puis les deux derniers, eh bien, n'ont quasi plus de personnes, ils n'en ont pas. Je dis quasi, mais enfin, c'est même pas du tout. Donc, on va des modes qui ont le système complet de personnes jusqu'aux modes qui n'en ont pas, avec l'impératif qui se trouve un petit peu au milieu. Bon. Quand on parle des temps eux-mêmes, eh bien, chaque temps a ou presque chaque temps, a une caractéristique pour être reconnu. Alors, la plus évidente, celle que on connaît en général assez bien, c'est la caractéristique BA qui permet de reconnaître l'indicatif imparfait. Autant actif que passif. Vous verrez par après comment on fait la différence entre les deux. Mais les autres temps ont aussi des caractéristiques. Le subjonctif imparfait peut être reconnu par le RE. L'indicatif plus que parfait peut lui être reconnu par ERA. Le subjonctif plus que parfait peut être reconnu par IC à l'actif ou SC au passif. Là, il y a une petite lettre de différence entre les deux. Ça marche pour les deux grands modes principaux, mais ça marche aussi pour les autres, bien entendu. L'infinitif peut être reconnu par RE ou bien RI. À certaines conjugaisons, c'est simplement un I, la troisième et la cinquième. L'infinitif parfait peut lui être reconnu par IC-SC. Ça rappelle autre chose d'ailleurs. Vous verrez comment on fait la différence par après.
Le participe parfait passif et le participe présent actif, us a d'un côté, ns entis de l'autre. Et alors il reste encore quelques temps dont je passe un petit peu plus rapidement dessus parce que ce sont des temps qui sont moins des temps de base, on les voit en général un petit peu après, mais ils ont aussi des caractéristiques. L'indicatif futur, en général il y a un B dedans, ou bien un A ou un E, ça dépend des conjugaisons. Vous avez le futur antérieur, qui se reconnaît avec héros ou héri. Vous avez le subjonctif parfait qui se connaît par héri ou bien avec si, etc., etc. Mais tous ces temps-là, comme ce sont des temps qui, moi, personnellement, me concernent moins pour le moment, et mes élèves un petit peu moins pour l'instant, je les retire du tableau pour l'instant, puisque c'est quelque chose qui servira un petit peu moins dans les explications pour le moment. On en arrive maintenant à la fin du verbe. Après avoir eu au début le radical, au milieu la caractéristique des temps, BA, RE, etc., eh bien on arrive maintenant à la terminaison des temps. La terminaison des temps, elle exprime à quelle personne est conjugué le verbe. Vous savez tous qu'en latin, je, tu, il, nous, vous, il, c'est quelque chose qui n'est pas écrit. C'est quelque chose qui peut exister, les pronoms personnels existent, mais en tant que sujet, on ne les écrit pas. Alors évidemment, comment savoir si le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier, à la troisième personne du pluriel, etc. Vous connaissez tous la réponse. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la terminaison du verbe. Et donc, cette terminaison doit être différente, évidemment, à chaque personne. Une des premières choses qu'on apprend quand on apprend la conjugaison en latin, c'est ça. Vous connaissez tous la liste OST, mustis, NT. Eh bien, O, ce sera je, S, ce sera tu, T, ce sera il, mus, ce sera nous, tis, vous, NT, il, etc. Tout le monde connaît ça. Eh bien, ces terminaisons OST, mustis, NT, on va les retrouver dans les trois quarts du tableau. Ça va dessiner en fait un grand L. Vous allez avoir ça dans toute la page active et également dans le bas de la page passive. À certains endroits, on aura un O, à d'autres endroits, on aura un M à la première personne du singulier. Le présent, ce sera O, le futur aussi, mais en général, ce sera M. Donc, au lieu de dire O, ST, mustis, NT, il faut s'habituer à dire O ou M, ST, mustis, NT. Comme ça, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui va se passer dans le quatrième quart? Eh bien, c'est là qu'est la nouveauté. On va, dans ce quatrième quart, c'est-à-dire le dessus de la voix passive, avoir un autre système de terminaison. Vous les avez devant vous. R, ris, tour, mour, mini, entour. Le système est le même quand on a mour, c'est première personne du pluriel. Alors pourquoi ces autres terminaisons-là? Eh bien, repensez un petit peu à ce qu'on a vu tout au début avec les radicaux. Vous vous rappelez que le radical 1 permettait de former tout le dessus des temps de conjugaison. Et donc, puisqu'il n'y a pas de différence de radical, qu'il n'y a pas non plus de différence entre les caractéristiques des temps, BA reste BA, RE reste RE, eh bien, on a besoin à ce moment-là d'avoir une différence dans la personne pour faire la différence entre l'actif et le passif. On n'a pas besoin de faire ça dans le bas, puisque en dessous du tableau, il y a déjà une différence entre le radical 2 et le radical 3. Ouais, mais le radical 2, le radical 3, c'est quand même un petit peu compliqué. Il faut connaître ces temps primitifs. Alors, il y a un petit système pour ceux qui ont quelques petites lacunes dans les temps primitifs. Tous les temps, enfin presque, ce n'est pas le cas du participe parfait passif.
Mais presque tous les temps, du dessous de la partie passive, c'est-à-dire le parfait, le plus que parfait et le futur antérieur pour ceux qui le voient, sont des verbes qui sont écrits en deux mots. Vous avez chaque fois le PPP et l'auxiliaire être. Eh bien, ça permet de manière assez simple de savoir tout de suite que quand vous avez un verbe en deux mots, amatus est, monitus erat par exemple, etc. etc. Je cherche un peu des exemples comme ça au hasard. Eh bien, tous ces temps-là, ils se trouvent en deux parties. Vous savez automatiquement que ce sont des verbes conjugués au passif. Alors j'en viens maintenant sur la dernière chose. Vous vous rappelez un petit peu précédemment, je vous avais dit que je vous expliquerai comment fonctionnait la différence entre la caractéristique RE du subjonctif imparfait et la caractéristique RE de l'infinitif présent actif. Même chose pour la caractéristique IC ou SC du subjonctif plus que parfait et la caractéristique IC ou SC de l'infinitif parfait. Eh bien, la réponse, elle est ici devant vous. Voyez ce qui est écrit en dessous du tableau. Mode personnel et mode impersonnel. Eh bien, la différence est là. Quand vous avez RE avec une terminaison, vous avez affaire à un mode personnel, puisqu'il y a une terminaison de personne, et donc ça ne peut pas être l'infinitif, ça doit donc être le subjonctif imparfait. Et même chose pour ceux d'en dessous, entre les IC et les SC qu'on pourrait confondre. Quand vous avez IC ou SC avec une terminaison, vous êtes automatiquement dans du subjonctif plus que parfait. Tandis que quand vous avez IC ou SC sans terminaison, eh bien vous êtes à l'infinitif parfait. Parce que l'infinitif est un mode impersonnel qui n'a pas de personne. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux. Et enfin, voilà une dernière petite chose avant de pouvoir terminer. La différence entre deux temps que l'on confond souvent et qui sont l'indicatif présent et l'indicatif parfait, actif. Pas passif évidemment, parce que là, avec les terminaisons et les deux mots, il n'y a pas de souci pour les confondre. Mais l'actif, on hésite parfois, spécialement quand on se trouve à la troisième personne du singulier, première personne du pluriel, enfin bref. Ce sont deux temps qu'on mélange encore assez souvent. Vous vous rappelez peut-être, dans ce que je viens d'expliquer précédemment, la croix qui se trouvait sur l'indicatif parfait. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas les terminaisons OST, moustis, NT. C'est pour ça qu'il y avait cette croix. Vous vous rappelez peut-être plus au début, quand j'ai parlé des terminaisons des temps, eh bien, dans la case du présent et du parfait à l'indicatif, il n'y avait pas de terminaison. Ça veut donc dire que ce sont des temps qui n'ont pas de caractéristiques pour les reconnaître. Ils ne peuvent pas être reconnus avec une caractéristique spéciale, comme peuvent l'être l'indicatif imparfait avec BA, l'indicatif plus que parfait avec ERA, etc. et les autres. Ça veut dire que la seule possibilité de faire la différence entre les deux est de connaître ces temps primitifs et les TP, les radicaux. Radical 1, indicatif présent. Radical 2, indicatif parfait. Je vous donne un exemple assez classique que normalement vous connaissez bien. Facit, il fait, il fait. Fecit, il a fait. Ça, c'est du parfait. Et comment le sait-on?
temps primitif du verbe facere, facio, feci, radical de, radical du parfait, on est donc au parfait. Factum, mais ça c'est pour le troisième. Alors bien sûr, il y a toujours une petite astuce qui permet de s'en sortir pour ceux qui, encore une fois, ne maîtrisent pas suffisamment leur TP. Bon, à certaines personnes, la terminaison peut aider. Parce que le parfait est le seul à avoir des terminaisons très spéciales. Vous en connaissez la liste. I, isti, it, imus, istis, erunt. Alors il y en a où on peut confondre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. It, imus, il y a mus aussi dans OST, mus, tis, nt. Erunt, il faut faire attention parce qu'il y a nt, il faut faire attention à ce qu'il y a ERU devant pour voir que c'est bien la terminaison complète du parfait. Mais, ça peut quand même aider à certaines personnes si jamais on a du mal à voir la différence entre radical 1 et radical 2. Voilà, j'espère avoir pu, avec ces petits schémas, vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la logique extraordinaire de cette conjugaison en latin, logique interne phénoménale, tant au point de vue des radicaux qu'au point de vue des terminaisons, qu'au point de vue des caractéristiques des temps eux-mêmes. Le but n'est évidemment pas de retenir tout exactement dans l'ordre où je l'ai expliqué. Le but est d'en retenir le maximum pour pouvoir reconnaître et conjuguer facilement les verbes qu'on a devant soi. Si vous allez pêcher une info dans les radicaux, une info dans les caractéristiques et puis une info dans les terminaisons, ou bien que vous commenciez par voir la terminaison et puis la caractéristique et le radical en troisième, peu importe, c'est absolument pas ça qui est important. Le but, c'est que vous arriviez à décoder à quel temps et à quelle personne ce verbe est conjugué pour pouvoir le comprendre en français, tout simplement. Voilà, je vous souhaite d'avoir compris tout ça et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une petite application avec quelques petits exemples concrets de toute cette conjugaison incroyable. Voilà, à bientôt, au revoir tout le monde.